de l'agroécologie. Et l'ambition de ce plan, à horizon 2025 est que 25 des fermes de la région soient engagées dans l'agroécologie, ce qui représente à peu près 5 900 entreprises agricoles. On est la dernière estimation, on est à 21 en 2022, donc on progresse. Et on refera cette estimation en 2024. Donc, j'engage tout le monde à venir dans la grande famille de l'agroécologie des Hauts-de-France. Ce plan, très rapidement, en fait, s'articule sur 4 axes. Le premier axe concerne l'amélioration et la diffusion des connaissances. En ce qui concerne la recherche, l'innovation, transfert toujours en faveur de la transition agroécologique. Le deuxième axe vise à accompagner les agriculteurs pour l'adaptation de leurs pratiques et de leur système de production. Un troisième axe est un peu plus large, puisqu'il vise à impliquer, accompagner l'ensemble des filières et des territoires dans cette transition, y compris en renouant le dialogue avec les citoyens. Et enfin, le dernier axe consiste à regarder ce qu'on fait et si on a des résultats, c'est-à-dire observer et piloter l'agroécologie dans les Hauts-de-France. Et donc en particulier en ce qui concerne l'agroforesterie, donc le plan vise au développement des plantations en soutenant des projets de plantation par des investissements. Il vise également à favoriser la recherche et l'expérimentation. Et puis, il vise aussi donc à communiquer et diffuser les résultats et les connaissances qui émergent de ces autres actions en partageant les dynamiques, les projets, les initiatives. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que se situe le webinaire auquel vous participez et nous participons toutes et tous aujourd'hui. Voilà, j'ai fini. Si vous avez d'autres questions, des interrogations sur le plan agroécologie, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, avec la région, avec la chambre et également avec la fac pour les sujets de l'agroforesterie. Merci et je passe la main pour la conférence. Bonjour à tous, donc je vous remercie d'abord de m'avoir invitée à pouvoir présenter mes travaux de thèse. Donc moi, je suis Mathilde Guillemois, je suis doctorante en troisième année de thèse au laboratoire ID à l'Université de Caen et je vais vous parler de mes travaux qui portent sur l'évolution des trajectoires paysagères depuis 2 siècles. Quelles sont les conséquences pour les connectivités hydrologiques? Donc c'est une thèse qui se fait sous la direction de Daniel Delahaye et de Romain Rollier qui sont comme moi au laboratoire ID de l'Université de Caen. Donc, je travaille sur le bocage, qui est un paysage qui est assez emblématique de la Normandie, mais aussi des régions de l'ouest de la France. Donc, c'est un paysage très agricole qui s'est développé progressivement depuis la fin du Moyen Âge, ce qui fait qu'au début du XXe, on compte à peu près en France 2 millions de kilomètres de haies. Mais néanmoins, cet âge d'or du bocage, il ne va pas durer. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il va connaître des mutations paysagères sans précédent. Ça va être la rationalisation des sols, le remembrement, l'ouverture des paysages qui vont impacter certes l'occupation du sol, mais également les linéaires de haies. À peu près 70% des haies ont disparu depuis 1930, ce qui avait amené de nombreuses conséquences, notamment, et c'est sur quoi moi je m'intéresse, sur la dynamique des ruissellements et des connectivités hydrologiques. Donc, le bocage, qu'est-ce que j'entends par là? Même si je pense que vous savez à peu près tous de quoi il s'agit. Donc, c'est un paysage agraire qui est composé de parcelles petites, encloses par un linéaire de haies sur talus. Donc, notamment en Normandie, c'est vraiment ce système de haies sur talus et qui associe un réseau de chemins très denses et de fossés qui vont relier des habitats plutôt dispersés dans le paysage. Donc, il s'est développé progressivement depuis la fin du Moyen Âge, surtout en lien avec l'essor de l'élevage dans toute la région Normandie. Et voilà, jusqu'à atteindre les 2 millions de kilomètres de haies. Donc là, vous avez un schéma qui représente ce que pouvait être le bocage au début du XXe siècle. Et là, on retrouve bien cette densité de linéaires de haies, la présence très importante des prairies et aussi des bois, qui étaient aussi très importants à l'époque, et des hameaux un peu dispersés. Donc le bocage, c'est vraiment un paysage qui est multifonctionnel, aussi bien pour l'homme que pour l'environnement. C'est un producteur de bois, de biomasse, qui permettait à l'époque donc de se chauffer, la biomasse pour la production de bois, pour faire les clôtures, etc. C'est un corridor écologique pour les espèces, un régulateur climatique avec l'effet brisement des haies, ça permet donc aux cultures d'être protégées du vent. Un régulateur hydraulique, effectivement, les haies qui sont perpendiculaires à la pente vont avoir la capacité en fait, de bloquer le ruissellement.
Protection du bétail et des cultures, donc ça, c'est l'origine un peu du bocage, de la mise en place des haies. C'était à l'époque pour protéger les cultures. Donc, on enclosait les cultures par un linéaire de haies, ce qui permettait que les animaux ne viennent pas chipper les cultures, ni que les personnes viennent voler les céréales. Puis aussi, un rôle de délimitation foncière et plus aujourd'hui, un rôle vraiment d'aménité paysagère. C'est vraiment une valeur patrimoniale importante et notamment, dans la région normande. Et moi, ce qui m'intéresse dans mes travaux, c'est le rôle régulateur hydraulique du bocage, lors des périodes de précipitation. Donc le bocage et vraiment la structure bocagère, elle a un rôle à jouer dans la régulation des ruissellements. Effectivement, on a des processus de ruissellement et de transfert hydrosédimentaire qui sont importants entre les parcelles agricoles et le cours d'eau en Normandie. Et le bocage va avoir un rôle dans le sens qu'on a une forte densité des réseaux de routes et de fossés, forte densité des haies sur talus qui vont permettre d'assurer, de connecter ou de stopper les écoulements qui partent d'une parcelle agricole jusqu'au cours d'eau. Donc, on a là le rôle vraiment important de la structure bocagère et on va se retrouver dans ce bocage avec différents types de surfaces qui vont être plus ou moins connectées hydrauliquement au cours d'eau. Donc, tout d'abord, on va avoir des surfaces comme celle-ci en rouge qui vont être dites directement connectées. Donc, pour faire simple, quand il pleut, l'eau ruisselle sur ces parcelles et arrive aisément au niveau du cours d'eau puisqu'elles sont vraiment à proximité. On va avoir des surfaces complètement déconnectées du cours d'eau. Ce sont celles qui sont en blanc. Et comme vous pouvez le voir, on a un réseau de haies sur talus perpendiculaire à la pente qui va permettre finalement que les écoulements soient complètement déconnectés, qu'ils n'arrivent pas jusqu'au cours d'eau. Et enfin, les dernières surfaces, celles qui sont plus problématiques, ce sont les surfaces qui sont dites indirectement connectées et donc elles peuvent être très éloignées du cours d'eau. Et grâce au biais des réseaux de routes, de fossés, les écoulements qui passent sur cette parcelle, par exemple, rejoignent directement le cours d'eau et pouvant amener avec elles des particules de terre qui peuvent être riches en pesticides ou en phosphates, mais même des propres particules de terre, ça amène à des pertes en sol pour l'agriculteur, donc ce qui est quand même un enjeu aussi important. Et aujourd'hui, on a donc une forte sensibilité de ces bassins versants agricoles au transfert hydrosédimentaire, surtout dans un contexte actuel. Si je reprends le dernier rapport du GIEC normand dans un scénario 8.5, donc le scénario 8.5, c'est celui qui est le plus pessimiste, mais c'est celui sur lequel on va sans doute plus se tendre. Les précipitations annoncées seraient beaucoup plus importantes en hiver, qui correspond également à la période à laquelle les exports en matière en suspension sont les plus fréquentes. Donc, ça va engendrer certainement une augmentation d'abord de la susceptibilité des sols à l'érosion hydrique et de surcroît à l'augmentation des transferts hydrosédimentaires et des connectivités, surtout dans un contexte, pour le coup, actuel où encore aujourd'hui, finalement, 23 500 kilomètres de haies à l'échelle de la France sont encore à raser chaque année entre 2017 et 2021. Donc, ça montre vraiment que le bocage, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux qui pèsent dessus, donc des enjeux pressants et prégnants dans un contexte actuel où les haies sont encore à raser et surtout dans un contexte de demain qui prévoit encore plus de pluie et donc ce qui va engendrer encore plus d'enjeux. Donc, si bien que hier, le bocage ressemblait un peu à ce schéma que vous pouvez avoir là, et maintenant, aujourd'hui, on est sur des parcelles beaucoup plus ouvertes, des linéaires de haies qui sont surtout au niveau des prairies. Et pour un peu des chiffres, en Normandie, maintenant, le linéaire est estimé à 170 900 kilomètres. Donc, tout ça va engendrer, bien évidemment, des conséquences pour l'environnement. Bon, si je reprends un peu la liste, on a une réduction de tous les services rendus par les haies. Et au niveau des régulations hydrologiques, eh bien, on va avoir une hausse des enjeux liés au ruissellement et à l'érosion hydrique. Ça va être des pertes en sol pour les agriculteurs, la hausse de la turbidité des cours d'eau, pollution des milieux aquatiques, puisque finalement, tous ces transferts hydrosédimentaires parviennent jusqu'au cours d'eau et donc engendrent cette turbidité, cette pollution. Et pour que ça soit un peu plus clair, plus visible surtout, en fait, j'ai récupéré des images d'un piège photo qui est installé sur le bassin du Lingève, donc c'est dans le Calvados, le cours d'eau s'appelle la Seule et c'est un bassin versant qui est très bocagé et en fait, le piège photo, ici a capturé, toutes les 10 minutes une photo et je vais vous le montrer. On voit vraiment l'arrivée de la pluie et surtout des transferts hydrosédimentaires qui, descendent ici, qui rejoignent le cours d'eau et on voit vraiment l'entrée, des matières en suspension qui vont, complètement rendre turbide le cours d'eau. Donc si ça marche bien, voilà, donc là, c'est les photos qui s'enchaînent, donc du matin jusqu'au soir. Et voilà, là, vous avez un ruissellement qui s'opère, qui rentre jusque dans le cours d'eau et les matières en suspension qui se diffusent complètement. Après, ça s'estompe puisqu'il ne pleut plus. Et normalement, ça va repartir. Et voilà, là, ça repart. On voit vraiment bien un gros ruissellement qui rentre dans le cours d'eau, les matières en suspension qui se diffusent. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu
Vraiment concrètement, comment ça s'observe dans la réalité, tous ces, transferts hydrosédimentaires qui peuvent peut-être venir de parcelles qui peuvent être très éloignées du cours d'eau, voilà. Heu, mince, j'ai relancé. Voilà. Donc moi, ma thèse, concrètement, mon l'objectif, c'est de reconstruire et de modéliser les trajectoires d'évolution des petits hydrosystèmes bocagers au cours des 2 derniers siècles. J'ai 3 objectifs. Tout d'abord, comprendre finalement comment, les trajectoires des structures bocagères ont évolué en lien avec la modernisation des sociétés agricoles. De mesurer l'impact de toutes ces transformations sur la dynamique des ruissellements et des connectivités hydrologiques. Donc ça, c'est fait sur une diversité de 5 bassins versants qui ont tous des contextes variés, donc des contextes historiques variés, pédologiques, géomorphologiques. C'est vraiment le but d'avoir un observatoire, au niveau du Grand Ouest de comment les paysages bocagers ont évolué et quel est leur impact sur la dynamique des ruissellements. Et enfin, le troisième point, c'est d'étudier dans quelle mesure les vestiges du bocage du passé, donc j'entends par là les anciennes linéaires de haies, les anciennes limites parcellaires, peuvent aider à aménager un bocage de demain, notamment dans la limitation des connectivités hydrologiques. Donc pour ce faire, j'ai une méthode qui s'articule autour de 3 axes. Donc, j'ai une approche un peu, géohistorique, c'est-à-dire que je reconstruis à l'aide de documents, anciens les paysages. Donc, ma première étape, ça a été de créer un inventaire de toutes ces données historiques et le but après, c'est de combiner toutes ces archives anciennes, ces photos aériennes dans un SIG pour pouvoir numériser et obtenir l'occupation du sol. Donc ici, vous avez ma frise chronologique de reconstruction, donc de 1830 jusqu'à 2020. Donc pourquoi 1830? C'est parce que, je m'appuie sur le cadastre napoléonien qui est vraiment le document qui a été fait, sur l'entièreté de la France et comme je voulais une méthode très homogène et reproductible, je me suis basée vraiment sur cette date. Remonter avant, pour certains bassins versants, c'est possible il existe des plans, mais je voulais vraiment une méthode homogène pour tout le monde, donc je voulais vraiment commencer à une date, qui serait égale à tous et puis après on a un pas de temps, de plus en plus régulier, plus on se rapproche des époques modernes, donc plus fin pour observer l'impact de ces mutations très récentes sur, les connectivités. Toujours d'un point de vue, méthode au niveau des archives anciennes, comment je fais à partir du cadastre? Eh bien, j'intègre feuille par feuille, les feuilles cadastrales de 1830 dans un logiciel de cartographie. Donc moi, j'utilise, QGIS, mais aussi ArcGIS. Donc je les géoréférence et après je numérise parcelle par parcelle et ensuite, je leur attribue des occupations du sol avec un autre document, qui est fait conjointement au cadastre, c'est les états de section. Donc, c'est des documents qui sont disponibles en ligne ou, directement aux archives. Donc ça ressemble à des grands classeurs finalement, où on va avoir repris, le numéro de chaque parcelle et associé, son occupation du sol, ce qui me permet vraiment de distinguer, les labours, les prairies, les vergers, les bâtiments et cetera. Et donc après, je numérise l'entièreté du bassin. Je rajoute les linéaires de haies par croisement, d'autres données des archives. Je rajoute après les routes, les chemins, les cours d'eau et là, par exemple, pour ce premier bassin, j'étais à 30 043 parcelles numérisées. Après, c'est des petites parcelles, ça peut aller assez vite, mais c'est quand même un travail un peu long, heu et donc je fais sur mes 5 bassins. Ce qui me permet, en deuxième point, de reconstituer la trajectoire, paysagère de mes 5 bassins versants sur 2 siècles. Et ensuite, dernière étape, puisque je m'intéresse à comprendre, quels sont les impacts de toutes ces transformations sur le ruissellement, eh bien, je modélise les connectivités hydrologiques, toujours, depuis 2 siècles, avec le modèle multi-agent LASCAR. Je vais m'arrêter un petit peu dessus. Alors, le modèle, multi-agent LASCAR, c'est Landscape Structure and Runoff. Donc il fonctionne sous NetLogo. Il a été développé par, un de mes directeurs de thèse, donc Romain Relier, lors de sa thèse et il consiste finalement à rentrer, dans les paramètres de base, les données MNT, il faut l'occupation du sol, les linéaires de haies, les routes et les cours d'eau et en fait, le modèle va simuler un épisode de pluie et va pouvoir mettre en évidence la connectivité hydraulique de chaque parcelle. Donc là, j'ai fait un petit schéma un peu plus pour expliquer en détail comment marchait, la circulation des gouttes de pluie. Donc dans le modèle, on ne les appelle pas gouttes de pluie, mais agents-gouttes et elles vont avoir une circulation qui vont être différente en fonction de l'occupation du sol, même si, dans tous les cas, elles circulent en fonction du sens de la pente. Donc mes agents gouttes, quand elles circulent sur les prairies, eh bien, elles suivent le sens de la pente et quand elles rencontrent des réseaux de routes et de fossés, elles les empruntent, hein, et elles peuvent arriver jusqu'au cours d'eau. C'est ce qui est symbolisé par le schéma là. Voilà, donc mon agent goutte qui tombe sur une parcelle de culture et peut facilement prendre les réseaux de route, rejoindre le cours d'eau et aller dans l'eau. À l'inverse, quand elle rencontre une prairie, donc c'est les carrés verts ici, eh bien c'est des surfaces infiltrantes, donc les agents-gouttes vont être infiltrés et déconnectés. Après, il y a un seuil à partir duquel la prairie ne va plus infiltrer, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails.
Et pareil, ici en haut, quand, un agent-goutte rencontre un linéaire de haies, il peut être bloqué, dévié et là, pour le coup, il est, complètement, on dit que les agents-gouttes meurent, bon, c'est comme s'il était infiltré puisque là, il n'a pas d'autre choix que de s'infiltrer, et donc voilà, ça permet de représenter vraiment, la connectivité de chaque parcelle et d'autres, mesures qu'on peut obtenir comme par exemple le rôle joué par les haies. Est-ce qu'elles bloquent? Est-ce qu'elles laissent, traverser les écoulements? Et là, je vous ai mis vraiment une vue concrète de ce qu'est le modèle, ce que c'est pas, on ne peut pas trop s'en rendre compte juste à travers les schémas, mais là, vous avez la vue du modèle Lascar. Les paramètres d'entrée, je vous ai dit, c'est les pentes, l'occupation du sol, les chemins, le cours d'eau. Et donc, une fois qu'on a rentré toutes nos données, on initialise le modèle, on génère une averse et on le lance, on le laisse tourner. Donc là, c'est vidéo en accéléré, mais en réalité, ça prend même pas 1 minute à ce qui s'effectue. Donc voilà, là, j'initialise, je mets une averse, ça me met sur play. Donc là, le modèle, il tourne et une fois qu'il y a plus du tout d'agents-gouttes, qu'elles ont toutes rejoint l'exutoire, je peux, afficher la connectivité de la parcelle. Donc c'est ce que j'affiche là. Voilà. Là, ici, vous avez vraiment le résultat brut, de où sont passés les écoulements et c'est ceux qui ont rejoint le cours d'eau. Et après, j'exporte ces données. Donc là, c'est, les données de connectivité et comme je vous ai dit, on peut aussi exporter, la distance à l'exutoire, les haies franchies, les haies bloquantes, les chemins d'écoulement, les points d'entrée dans les fossés. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Donc, il y a beaucoup de possibilités avec ce modèle que je vous présenterai les résultats tout à l'heure. Et pour revenir à mes bassins versants d'études, donc moi j'étudie 5 bassins versants qui sont ici et qui sont situés dans tout le Grand Ouest. Donc j'en ai 2 dans le Calvados, un dans la Manche, un en Bretagne et un dans le Maine-et-Loire. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir cet observatoire du Grand Ouest. Et pour cette présentation, je vais vous présenter seulement les résultats de 3 bassins versants normands. Donc vous avez le Tortillon qui est ici, qui est situé dans le sud Calvados, la Divette dans le nord de la Manche et ici c'est le bassin du Catillon dans le Bessin. Donc sur ces 3 bassins, leur point commun, c'est qu'ils ont des sols bruns peu épais, développés sur un substrat peu perméable, qui est le massif armoricain. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en cas de pluie, ces bassins, ils ont une forte sensibilité au surplus hydrologique. Et après, ils ont des caractéristiques qui leur sont propres. Tout d'abord, le tortillon, la divette, ils se développent sur des schistes et des grès, alors que le catillon, il est plus en zone de contact avec le bassin parisien qui est juste ici. Du coup, il va pas avoir le même type de sous-sol. On a des pentes pour les 3 bassins qui sont supérieures à 5%, donc c'est des pentes à partir duquel l'écoulement il peut rentrer en circulation. Mais comme vous pouvez le voir sur les graduations jaune, orange, rouge, il y a plus de pentes pour le tortillon et la divette, vraiment marqué au niveau du réseau hydrographique que pour le catillon, vraiment moins de pentes. Et pour les 3 bassins, on a des densités de haies qui sont plus ou moins altérées en fonction donc de leur historique. Donc sur ces 3 bassins, j'ai reconstitué 200 ans d'évolution paysagère que je vais vous montrer à travers, donc pas les 200 ans, mais à travers juste 4 dates. Donc ici, vous avez les bassins versants en 1830, donc le tortillon sud Calvados, Catillon du Bessin et le bassin de la Divette du nord de la Manche. Donc là, en 1830, les bassins, ils se ressemblent un peu tous. Plus de 70% de la surface agricole utile, elle est consacrée au labour. Sur ce labour, on va retrouver des céréales type avoine, orge, sarrasin. Et on est vraiment là à une époque où l'agriculture, c'est une agriculture de subsistance. On produit ce qu'on consomme et le surplus peut être vendu au marché alentour. Mais là, il faut savoir, sur ces bassins versants, c'est des centaines de paysans qui travaillent. Voilà. Les parcelles, on peut le voir avec les cartes, elles sont très petites, très morcelées. En moyenne, c'est 0,5 hectares. Et entre les bassins, on a quand même des petites spécificités. Ici, au Tortillon, on a beaucoup de vergers. Le Catillon aussi, c'est en lien avec la production de cidre et d'eau de vie qui est très présente dans le Calvados. Alors que dans le bassin de la Divette du nord de la Manche, on retrouve quasiment aucun verger. Mais à la place, on a des janières et des landes. Donc vraiment les endroits où on va venir paquer le bétail. Et avant que j'oublie, oui, on ne voit pas beaucoup de prairies en 1830. Effectivement, elles sont vraiment condensées au niveau du fond de vallée, au niveau du cours d'eau. C'est vraiment les espaces impropres où on ne peut pas faire de la culture. Alors j'avance dans le temps. Ici, on est en 1944, plus précisément en août 1944, au niveau du débarquement. Là, les bassins ont quand même été, un peu modifiés. Surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a presque plus de labour. On a beaucoup de prairies, d'herbage. Effectivement, c'est l'arrivée de la vague herbagère. On a plus de 60 de la SAU qui va se convertir à l'herbage. Les haies, j'en ai pas parlé encore, elles sont fortement denses. 187 kilomètres pour le tortillon, 112 kilomètres pour le catillon, 243 kilomètres de haies pour la divette. Et je vous rappelle, c'est vraiment des petits espaces, hein. On est entre 10 et 12 kilomètres carrés, donc c'est vraiment très,
dense en termes de linéaire de haies. Les vergers se développent toujours autant dans le tortillon et dans le catillon. Alors 1984, là, les bassins ont commencé à se modifier, surtout le tortillon et le catillon. Vous voyez, les parcelles, elles ont commencé à s'ouvrir et on est à la période où on est sur une période de rupture où les cultures vont prendre le dessus sur les prairies et hem et donc les parcelles continuent à s'agrandir, les linéaires de haies commencent à se réduire. On n'est plus qu'à 107 kilomètres, donc 80 kilomètres de moins que dans les années 40 pour le tortillon. Et à l'inverse, la divette, on a un peu l'impression qu'il ne s'est rien passé depuis les années 40 et c'est pas faux, hein, on a vraiment un maintien de ce système herbagé. Il y a quelques cultures qui ont quand même été, qui sont passées de la prairie à la culture, mais ça reste moindre et donc on voit les linéaires de haies ne bougent quasiment pas, ils restent très stables. Et dernière date, 2020, donc là, les bassins, surtout les 2 là, sont méconnaissables. On est vraiment sur des plus grandes surfaces, notamment de culture. On a maintenant, voilà, les surfaces moyennes des parcelles, elles sont à plus de 3 hectares et c'est plus de 50 des SAU de ces bassins qui sont passés désormais à la culture. Les linéaires de haies fortement réduits, on n'est plus qu'à 70 kilomètres à peu près pour les 2 là. Alors que pour le bassin de la Divette, bon, il reste toujours autant, beaucoup de prairies, mais quand même, on a, des cultures qui se développent et contrairement aux autres, sous forme d'îlots. Alors, c'est peut-être pas trop perceptible, mais j'ai des photos après. Voilà, donc les cultures, elles se développent sous forme de grands îlots et les linéaires de haies également ont été un peu impactés et ce que je voulais dire avant de finir sur ces cartes, maintenant les prairies, finalement, elles se recondensent au niveau des fonds de vallée, un peu à l'endroit où on pouvait les trouver en 1830. Donc pour prendre un peu, une petite, conclusion de cette évolution, ici vous avez un graphique qui reprend l'évolution des surfaces de culture depuis 1830 en pourcentage de la SAU. Donc, en violet, vous avez le bassin du Catillon, en bleu, c'est la Divette et en marron, le Tortillon. Donc de manière assez globale, il y a une trajectoire commune qui est également la même trajectoire, à l'échelle de la région. C'est-à-dire que de 1830 à 1940, on va avoir une vague herbagère, donc qui va convertir tous les anciens labours en prairies, puisque ça coïncide avec la période de spécialisation de la région dans la production laitière, la production, de viande. Et à partir des années 60, basculement, on va vers une intensification agricole, avec ça, simplification de l'organisation du paysage agricole, agrandissement des exploitations et surtout, augmentation des surfaces de culture et ça amène à une diminution de la fragmentation par la structure bocagère. Donc, ce que j'entends par là, c'est surtout qu'avant, on avait une mosaïque de petites parcelles, de prairies, de cultures et qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des paysages avec une homogénéisation des surfaces de culture. Mais vous avez peut-être pu le remarquer, il y a quand même des spécificités locales qui sont propres à chaque bassin. Tout d'abord, l'intensité de la vague herbagère, elle va pas être la même. Rien qu'on peut le voir au graphique, hein, le bassin du Catillon et de la Divette ont connu une vague herbagère plus précoce et surtout beaucoup plus intense et en fait qui est liée à la proximité géographique de ces bassins au pôle herbagé. Donc juste, là je vous ai remis c'est une carte d'exportation de la vente du beurre en Basse-Normandie au milieu du 19e siècle, donc c'est assez spécifique mais ça explique bien que en fait, nos bassins versants de la Divette qui est ici et de Catillon ici sont à proximité de ces grands pôles herbagés qui exportaient dès le 19e siècle, par exemple pour la Manche 4 millions de kilos de beurre et pour le Bessin plus de 1 million de kilos de beurre de Isigny et 40 ans plus de 3 millions de kilos de beurre. Donc ça explique que en fait ces pôles herbagés vont un peu avoir un effet sur les paysages à proximité, notamment nos deux bassins versants qui vont être comme des satellites autour de ces pôles et vont se convertir plus précocement à l'herbage, alors que le bassin du Tortillon qui est ici, vraiment, il n'y a pas beaucoup de pôles d'exportation à côté. Le chemin de fer est beaucoup plus loin et mis à part le chemin de fer, il n'y a pas vraiment de voie d'exportation, ce qui a peut-être expliqué pourquoi il a aussi une vague herbagère plus tardive. Et à partir des années 60, je reviens sur le graphique, on va avoir cette nette transformation d'un système herbager vers un système de culture, beaucoup plus intense au niveau du Catillon, en violet, qui est notre bassin qui était très fortement herbagé, mais qui va basculer sur la culture. Ça explique pourquoi, il a cette, augmentation de culture plus intense. Et aussi, on a, au niveau du tortillon, une diminution très importante du nombre d'agriculteurs entre les années 40 et 80 qui va expliquer pourquoi, en fait, les jeunes générations, vont préférer convertir leurs prairies à la culture puisque ça va rapporter plus. Ils vont également, regrouper leurs parcelles autour de leurs exploitations pour faciliter le travail et cetera.
Et enfin, la divette, on va voir cette conservation du système herbager, ce qui est très visible, hein, sur l'évolution des surfaces de culture. Néanmoins, depuis les années 90, ça augmente et pourquoi ça ne montait pas avant? C'était stable? Eh bien, ça peut s'expliquer du fait que les exploitations au niveau de ce bassin versant étaient dirigées par des retraités ou des doubles actifs. Notamment, ils travaillaient au niveau, de l'usine de La Hague. Il y a eu le nucléaire qui s'est développé pas très loin dans les années 60 et donc ces personnes qui avaient ce double emploi pouvaient finalement garder leur système d'herbage et d'élevage et travailler à l'usine, faire des gardes et revenir. Donc, ces trajectoires paysagères ne sont pas similaires. On a quand même l'opposition entre d'un côté le maintien et de l'autre la transformation du parcellaire bocager. Au niveau de la surface des cultures, ça s'est vu directement sur les cartes, mais finalement, la transformation de l'occupation du sol, elle va entraîner un agrandissement des surfaces. On va avoir une très forte rationalisation dans le tortillon, ou alors une multiplication par 3 des parcelles supérieures à 3 hectares depuis les années 40. Donc ici, vous avez le graphique, qui est, en pourcentage de SAU, la classe de taille des parcelles. Donc pour faire simple, en 1944, on a 16 des parcelles supérieures à 3 hectares. Aujourd'hui, on est à 63 de ces parcelles supérieures à 3 hectares pour le bassin du Catillon. Dans le bassin de la Divette, on a l'impression que cette évolution, elle est bien sûr en augmentation, mais elle est moindre et en fait, ça s'explique tout simplement parce que ce bassin, du Catillon avait un héritage d'un parcellaire à large maille qui est dit aristocratique, qui correspond finalement aux exploitations laitières du Bessin, celles qui dès le XVIIIe siècle étaient tournées vers l'herbage. Et bien voilà, le Catillon avait des mailles beaucoup plus larges, beaucoup plus tôt, ce qui explique pourquoi ce bassin on dirait a moins évolué rapidement que le Tortillon, mais quand même a eu un agrandissement de ses parcelles. Et là, vous avez une illustration, de la rationalisation des parcelles dans le tortillon et ça se voit directement, hein, dans les années 44. Là, c'est l'image aérienne, militaire, des Américains et là, vous avez 1, 2, 3, oui, il y a 5 parcelles. Dans les années 92, on n'a plus qu'à 3 parcelles et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule parcelle de plus de 6,5 hectares. Donc là, vous voyez vraiment bien l'illustration, réelle de cette rationalisation du parcellaire. Et pour finir, la divette, qui ne bouge pas beaucoup, eh bien, on voit bien, hein, sa distribution de classes de parcelles, n'évolue pas entre 44 et 84, elle évolue, mais un petit peu. Mais on va voir cette explosion, sur ces 20 dernières années. Maintenant, on passe de 6 des parcelles inférieures à 3 hectares à supérieures à 3 hectares, pardon, à plus de 22. Donc c'est en lien avec les très récentes modifications. Et finalement, si on compare un peu nos bassins, le parcellaire actuel de la Divette, aujourd'hui en 2020, il se rapproche de celui du Catillon dans les années 44, que ça soit en termes d'occupation du sol, de surface des parcelles, ce qui pose de nombreuses questions. Est-ce que la Divette va poursuivre l'évolution comme le bassin du Catillon l'a fait? Est-ce qu'on va avoir une explosion des parcelles de culture ou non? Et surtout dans la divette, la problématique actuelle, c'est qu'on a un développement récent des parcelles sous forme d'îlots de culture. Ce que je vous ai mis l'illustration juste ici. Donc ça, c'est les images aériennes, de 2007, dans le bassin de la Divette à Watteville. Et donc vous voyez là, il y a quand même une mosaïque de plusieurs parcelles, prairies, cultures, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes parcelles sont devenues 3 grands îlots de culture. Donc voilà, c'est ce qui se passe dans le bassin de la Divette sur certains secteurs. Et au niveau des linéaires de haies, on a, bien évidemment une disparition, plus ou moins prononcée des haies en fonction de l'évolution paysagère des bassins. 60 de haies en moins dans le tortillon, donc le tortillon, celui qui a connu le plus de modifications, dont plus de la moitié de ces parcelles ont été supprimées entre les années 40 et 80, ce qui correspond vraiment à la période de rationalisation, de remembrement. Pour le cation, c'est 30 des linéaires en moins. Ça tient sans doute du fait que, le parcellaire avait déjà une grande dimension dans les années 40, donc cette dimension héritée, d'un historique, aristocratique. Donc ça a permis de préserver les haies puisque les parcelles avaient déjà une taille, suffisamment, importante, donc les haies, ont pu rester. Et la divette, c'est 25 de haies en moins et ce qu'il faut retenir, c'est que plus de 10 de cette disparition a eu lieu sur la période très récente de 2000-2020, donc en écho directement avec les récentes transformations. Et voilà, alors que pour les autres bassins, le linéaire commence un peu à se stabiliser, même s'il tend à la diminution, celui de la divette est en cours de diminution. Et maintenant, on va voir finalement quelles sont les conséquences de toutes ces transformations sur la dynamique des ruissellements et des connectivités hydrologiques, dans un contexte où nos bassins versants sont des sols imperméables, propices au ruissellement. Et avant de vous présenter les résultats directs, je voulais juste refaire un point sur qu'est-ce que c'est la connectivité hydrologique. Donc, j'en ai parlé au début du diaporama, mais bon, c'était déjà il y a 20 minutes, donc
Je préfère refaire un point. Donc, la connectivité hydrologique, c'est quand un écoulement traverse une parcelle agricole et réussit à rejoindre le cours d'eau. Donc, on dit qu'il connecte la parcelle. On va avoir donc des parcelles qui vont être plus ou moins connectées avec un gradient donc plus ou moins fort. C'est le même gradient que j'ai repris sur mes cartes. Donc, on a un gradient qui est de plus en plus foncé, plus la surface de la parcelle est dite connectée au cours d'eau. Donc, la parcelle, là où je passe mon curseur, ça veut dire que 90% de sa surface est traversée par un écoulement qui rejoint le cours d'eau. Après, on va avoir toujours ces parcelles déconnectées en blanc. Donc ça, c'est les parcelles qui sont encadrées par un réseau linéaire de haies qui va permettre donc de bloquer l'écoulement. Et on a bien évidemment les surfaces infiltrantes qui permettent de déconnecter les écoulements au cours d'eau. Alors là, vous avez les résultats. Donc pareil, c'est aussi une reconstitution donc des années 1830 à 2020, mais je vous présente vraiment les résultats à partir des années 40. Donc ici, vous avez le bassin du Tortillon, le bassin du Catillon en 1944. Donc ce que vous observez en blanc, ce sont les surfaces qui sont dites déconnectées. Donc ça peut être des prairies ou des cultures qui sont encadrées par des haies qui vont venir bloquer les écoulements. Et ces haies bloquantes, elles sont représentées par un linéaire rouge, donc ce que vous pouvez voir ici. Donc ce sont les haies perpendiculaires à la pente qui permettent de bloquer les écoulements. Et on a donc le gradient de connectivité qui ici, voilà, dans le coin, et dans toutes les parcelles colorées, et un gradient qui va être de plus en plus foncé, plus la part de la surface de la parcelle est importante. Donc, dans les années 40, on est entre 8 et 18% pour le tortillon de SAU connectés hydrauliquement au cours d'eau. Donc, c'est un chiffre relativement faible puisqu'on est sur des surfaces très fortement herbagères, donc infiltrant les écoulements. Dans les années 80, on est là à la période où les cultures prennent le dessus sur les prairies et on est entre 22 et 33% de la SAU connectée hydrauliquement au cours d'eau. Donc, voilà, les connectivités commencent à fortement augmenter. Et aujourd'hui, en 2020, on est voilà, sur des bassins fortement connectés, donc 40% pour le Catillon, 59% de SAU connectés hydrauliquement, donc 59% des parcelles qui sont, quand il pleut, traversées par des écoulements qui rejoignent le cours d'eau. Ici pour le Tortillon, donc un chiffre très fort, en lien avec la forte transformation qu'a connue les bassins versants et la diminution des linéaires de haies. Et à l'inverse, la Divette, le bassin qui a connu le moins de transformation. Donc dans les années 40, bien évidemment, le chiffre est très bas, 12% de SAU connectés hydrauliquement au cours d'eau. 84, un petit peu plus, 14% est de la SAU. Ça reste des chiffres vraiment très bas, hein, puisque c'est un bassin très herbagé, beaucoup de haies qui vont venir bloquer les écoulements. Et aujourd'hui, on est sur 23% de la SAU connectée hydrauliquement au cours d'eau et surtout des connectivités qui sont de plus en plus fortes, hein. Par exemple, sur cette parcelle-là, c'est plus de 90% de sa surface qui est traversée par des écoulements qui parviennent jusqu'au cours d'eau. Pourtant, le cours d'eau n'est pas à côté, hein, il prend les chemins des routes, des fossés, etc., qui lui permettent de rejoindre en contrebas le cours d'eau. Donc pareil, si je fais une comparaison des 3 bassins, depuis les années 40, bien évidemment, les connectivités augmentent et elles ont été multipliées par 4 dans le bassin du Catillon, par 3 dans le bassin du Tortillon et par 1,5 dans le bassin de la Divette, mais non plus depuis 44, mais entre 2002 et 2020. Donc ces différences entre les bassins, elles s'expliquent par des contextes locaux différents et par des trajectoires paysagères spécifiques. Tout d'abord, au début, je vous ai présenté les contextes. On a effectivement des pentes qui sont plus marquées dans le bassin du Tortillon et de la Divette. On a aussi une très forte densité du réseau hydrographique au Tortillon. C'est vrai que les parcelles ne sont pas très loin d'un réseau de cours d'eau au niveau du Tortillon. Et on a, en fonction des bassins, une hausse plus ou moins importante des surfaces de culture et de leur superficie. Mais finalement, au-delà de la seule augmentation des cultures, on a observé qu'il y a quand même un lien complexe entre les mutations paysagères et la hausse des connectivités hydrologiques. Effectivement, on est quand même dans le bocage, donc il y a vraiment des entités qui vont avoir un rôle très important dans la circulation de ces écoulements. On a l'effet des entités linéaires et surfaciques sur cette hausse de connectivité. Tout d'abord, c'est l'agencement des parcelles agricoles sous forme d'îlots qui vont favoriser le ruissellement et les transferts hydrosédimentaires. On est dans le bocage, donc la densité très importante des réseaux routiers et fossés qui vont favoriser la circulation de ces écoulements. Et également la réduction constante des linéaires de haies, mais pas n'importe quelles haies, celles qui ont un rôle hydrologique fort. Donc je pense notamment aux haies dites bloquantes les écoulements. Et ici, vous avez une image faite par drone sur le bassin versant de la Divette. Donc on l'a fait il y a un mois à peu près, sur cette zone ici, donc un des îlots de culture qui est connecté à plus de 50% de sa surface. Et avec le modèle Lascar, j'ai ressorti juste les chemins d'écoulement
donc que j'ai pu, remettre, sur mon image, drone et en fait, ce que vous pouvez observer, c'est que vraiment que les chemins d'écoulement, bah, bien évidemment, ils suivent la pente et surtout, ils peuvent sortir de la parcelle grâce aux portes, d'entrée, aux points d'entrée de champs. Donc ils peuvent sortir, rejoindre ici la route, les fossés et parvenir jusqu'au cours d'eau. Donc soit ils passent par là, parce que la pente est par là et pour, ceux qui sortent par ici, ils rejoignent cette route-là et plus là, bah, voilà, plus ils continuent droit et c'est le cours d'eau. Et là, vous avez aussi des photos que j'ai prises lors, d'épisodes de pluie, donc là, c'était après la pluie et on voit bien que, au niveau de ces portes ces entrées de champs, on a bien la sortie des ruissellements qui peuvent se faire. Et là, il y avait le chemin qui était complètement inondé et là, surtout, c'est vraiment en forte pente, donc les ruissellements sortent et peuvent après circuler sur la route et rejoindre facilement, le cours d'eau. Donc ça, c'est une deuxième vue, sur, un terrain aussi où là, vous avez une parcelle qui est complètement déconnectée et ici, c'est connecté. Donc voilà, on retrouve aussi bien, ce passage avec la pente, l'écoulement qui réussit à sortir. Pareil, ici, on a une haie qui est, d'après le modèle, une haie bloquante, donc effectivement, elle peut venir bloquer les écoulements ici. Sauf que vous voyez bien ici, elle a été raccourcie, donc ça permet aux écoulements, de facilement passer, de prendre ce chemin et là, vraiment de poursuivre la route puisque le cours d'eau se retrouve juste ici. Et là, pareil, les photos, on voit bien, la sortie de champ avec, la sortie possible des écoulements. Sur cette parcelle, on a aussi les écoulements qui peuvent rentrer, par là, donc le point que j'ai mis ici et en suivant la pente, arriver jusqu'en bas de parcelle, sauf qu'ici, c'est une haie bloquante, donc normalement, les écoulements ne sortent pas. Il n'y a pas non plus de sortie de champ, donc là, on est vraiment sur une parcelle qui est, voilà, déconnectée. À quoi elle ressemble? Eh bien, elle peut ressembler à ça. Au niveau des haies, j'en parle beaucoup, et vraiment les haies bloquantes sont importantes dans la limitation, des écoulements. Ces haies sont orientées perpendiculairement à la pente et elles permettent donc de bloquer et de dévier les écoulements. Elles contribuent donc ainsi à limiter les, surfaces hydrologiquement connectées et ça, pour s'en rendre compte, j'ai effectué 2 modélisations, donc les 2 modélisations standards en 44 et 2020, donc où j'ai laissé les haies comme elles sont, comme elles étaient et puis après, j'ai rejoué la même modélisation en enlevant les haies dites bloquantes pour voir un peu, bah, finalement, quels sont, l'effet de ces haies. Est-ce que si on n'avait pas, on a plus de connectivité et donc en quoi elles permettent de limiter la connectivité totale? Donc au niveau des chiffres, dans les années 40, pour les années 1944, la présence des haies bloquantes, elle permet quand même de réduire 35 la surface totale connectée hydrologiquement au cours d'eau. En 2020, elle permet de réduire plus de 10 la surface totale connectée au cours d'eau. Donc pourquoi il y a une telle différence? C'est surtout que dans les années 40, il y a énormément de haies dites bloquantes, donc c'est sûr que quand je les enlève, il y a beaucoup on se rend compte qu'elles permettent de protéger beaucoup plus de surface qu'en 2020. Il y a, j'ai pas le chiffre de combien de kilomètres de haies sont dites bloquantes, mais c'est sûr que si on enlève, il y en a moins, donc elles vont avoir un rôle plus réduit, mais elles quand même permettent de réduire de 10 ces haies, ces connectivités. Donc on se rend compte que leur préservation, c'est un élément important pour limiter la multiplication des transferts hydrosédimentaires entre les parcelles agricoles et le cours d'eau. Mais au-delà de leur simple préservation, il s'agit aussi de pouvoir en planter des nouvelles et pas dans n'importe quel secteur. Effectivement, avec le modèle Lascar, on a une possibilité aussi d'aménager le bocage, de faire une simulation de ces nouvelles plantations de haies pour voir quels sont les endroits où, si on plantait ici, est-ce que ça permettrait vraiment de limiter la connectivité. Donc, j'ai repris ici pour l'exemple le bassin du Tortillon actuellement. Donc là, on est aujourd'hui en 2024, on est à 655 hectares connectés. Et comme moi, je travaille sur l'évolution historique du bocage, c'est une de mes idées dans ma thèse, c'est de me dire pourquoi pas prendre les anciens linéaires de haies de 1944, de les mettre actuellement et de voir en quoi ça leur réduirait les connectivités. Après, il y avait 187 kilomètres de haies en 44. Je ne voulais pas faire modélisation de toutes ces haies. J'en ai juste choisi 11 kilomètres de haies basées donc, sur ces anciennes haies de 1944 que j'ai planté virtuellement à partir pour le modèle, donc que j'ai planté sur les endroits qui me semblaient les plus cohérents pour limiter la connectivité hydrologique, donc notamment autour de ces parcelles là qui sont connectées à plus de 90%. Et donc en relançant le modèle, voilà ce qu'on obtient, une réduction de 6% de la surface cumulée et connectée au cours d'eau. Donc il y a toujours autant de nombre de parcelles connectées, mais l'importance de la connectivité est beaucoup réduite. Il y a beaucoup moins de surface
traversées par l'écoulement. Pareil, avec le modèle, on peut aussi changer l'occupation du sol directement, hein, sur l'interface que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, j'ai converti des cultures en prairies pour voir l'effet que ça peut avoir directement. Donc, ce sont les parcelles que j'ai symbolisées là par la petite vache. Donc, j'en ai planté que 5-6. Et voilà le résultat, on arrive à diminuer de 17%, qui est quand même très important, la surface cumulée connectée avec l'implantation d'une part, de mes linéaires de haies et de mes 5 prairies. Donc vous voyez vraiment directement, le rôle que peut avoir le modèle Lascar pour voir directement comment l'aménagement peut aider à limiter ces connectivités, hydrologiques. Ah oui, il y a un petit rond qui s'affiche. Donc, pour faire un petit bilan par rapport au modèle Lascar, c'est un modèle qui est très opérationnel et qui est au service des territoires. Donc, c'est un outil qui est accessible à tous et il est diffusé avec le projet Respect. Donc, en fait, vous pouvez le retrouver sur le site de l'AFAC Agroforesterie au niveau du projet Respect. C'est sur leur site et vous pouvez donc télécharger ce logiciel. Il y a un tutoriel qui va avec. Et il a déjà été utilisé par de nombreux syndicats des eaux, syndicats de bassins versants, etc., puisqu'on a plusieurs stagiaires qui ont permis aux collectivités et aux gestionnaires de tester surtout et de s'approprier le modèle Lascar sur leur territoire, ce qui leur a permis de mettre en évidence quelles étaient les parcelles les plus sujettes à l'érosion hydrique et aux connectivités dans leur territoire, peut-être même de pouvoir comparer avec ce que eux avaient sur leur terrain, ont trouvé sur leur terrain, donc pour avoir peut-être une confirmation de leur étude terrain. Et aussi, ce modèle, il est testé auprès des étudiants, notamment des étudiants au lycée agricole qui ont testé l'outil cette année et aussi au niveau des licences professionnelles à Caen. Donc, c'est vraiment un outil très opérationnel et qui permet vraiment de voir aujourd'hui dans le bocage quelles sont les parcelles les plus à risque, quelles sont aussi les haies qui permettent de bloquer les écoulements, là où on pourrait en planter des nouvelles, etc. Donc en guise de conclusion, par rapport à mes travaux, donc la combinaison des reconstructions des trajectoires bocagères et la modélisation de leur connectivité hydrologique depuis 1830, ça contribue à mettre en évidence différentes choses. Donc tout d'abord, on a des trajectoires paysagères qui sont différenciées par l'intensité des transformations agricoles. Ça s'explique, surtout par des héritages paysagers qui sont propres à chaque bassin versant. J'ai dit, il y a des bassins qui sont proches, de pôles herbagés comme le Bessin, le Cotentin, qui va expliquer pourquoi ils ont une vague herbagère plus précoce. On a aussi une proximité plus ou moins forte au niveau des chemins de fer, des voies de communication qui permettent d'exporter les produits, ce qui peut expliquer pourquoi voilà, on a des vagues plus précoces à des endroits qu'à d'autres. On a aussi une sensibilité des bassins versants au transfert hydrosédimentaire et aux connectivités hydrauliques qui est plus ou moins importante en fonction du contexte local, c'est ce qu'on disait, hein, l'hydrologie, la pédologie, les pentes et surtout de l'impact de transformation paysagère au cours de ces 2 derniers siècles. Mais aujourd'hui, cette sensibilité, elle augmente pour les 3 bassins versants sur ces 20 dernières années, en lien surtout avec les récentes modifications du paysage. Et je pense notamment à mon bassin versant qui est dans le nord de la Manche, qui est vraiment aujourd'hui un point de bascule. Est-ce qu'il va poursuivre sa transformation paysagère comme les autres bassins versants et donc avoir une augmentation continue des surfaces de culture, ou alors pas du tout, il va peut-être préserver ses surfaces herbagères, préserver ses haies, etc. Voilà, toujours dans le but de limiter ces problématiques de connectivité, sachant que ce bassin versant de la Divette, il est en proie souvent à des épisodes de crue au niveau donc plus en aval. Donc vraiment des problématiques importantes et aussi, ce travail, il montre l'intérêt du modèle multi-agent Lascar. Tout d'abord pour, repérer les parcelles qui sont plus sujettes à ces problématiques, mais aussi pour mettre en évidence un rôle, qui est quand même connu, mais c'est bien aussi de le redire, le rôle des haies, pour permettre de bloquer, de limiter ces connectivités hydrologiques et surtout avec le modèle, la possibilité de tester des pistes d'aménagement futures, pour permettre donc de limiter ces problématiques, de préserver, le paysage et surtout d'assurer au bocage de rester un paysage résilient et surtout dans un contexte de changement climatique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, il faut que j'arrête le partage. Merci Mathilde. Donc du coup, on a quelques questions dans le chat. Donc si tu veux, je peux te les poser. Et puis les personnes qui les ont posées, s'ils ont des choses à rajouter, ils n'hésitent pas à ce moment-là. Donc on a une question d'Émilie Lédin, pardon. Sur quelles hypothèses vous avez prises sur la capacité d'infiltration d'une prairie?
à partir de quel seuil elle n'infiltre plus? Et ensuite, est-ce qu'il y a une comparaison avec un sol cultivé à nu et un sol cultivé en agriculture de conservation, par exemple? Ouais, alors, par rapport aux sols, de culture, c'est vrai que sur le modèle, c'est des sols, qui sont, simulés à nu, mais vraiment en période hivernale ou automnale quand, les cultures, elles sont en train de enfin, que le sol est à nu, pardon. Et pour les prairies, alors le seuil, je l'avais en tête, mais, oui, c'est un seuil, mais c'est plus au niveau du logiciel, en fait, je vais pas avoir le chiffre précis, mais il y a un seuil, j'aurais dit 40, c'est, enfin, comme ça peut peut-être pas parler, mais, en gros, quand j'ai 40 agents-gouttes qui passent sur cette parcelle, et bien, après, elles sont plus infiltrées, faudrait que je me mais c'est marqué dans le logiciel, dans le codage. Mais oui, il y a un seuil quand même qui est mis parce que sinon, toutes les agents-gouttes seraient infiltrées et donc bon, il faut quand même un seuil à partir duquel elles peuvent un peu plus circuler, même si fonctionnement, enfin, au niveau de mes zones d'études, au niveau des prairies, elles sont toutes encadrées par des haies sur talus, donc même si elles recommencent un peu à circuler, elles sont vite bloquées par les linéaires, de haies. Mais de tête, je dirais 40 le seuil, mais je suis plus sûre. Oui, je peux peut-être préciser ma question, c'est, Oui. Émilie Ledin de l'OFB. Ma question, elle est par rapport aux inondations qu'on a connues cet hiver en Hauts-de-France et c'était pour avoir un peu un ordre de grandeur. Pour une pluie, par exemple, de 100 millimètres qui tombe sur un bassin versant, il y a combien qui s'infiltrent dans une prairie? Ah Enfin oui, et bah, oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais dans le modèle, on peut, choisir, bah, le niveau de pluie qu'on veut. Alors c'est vrai que bon, comme là, je suis dans le bocage, en Normandie, on a mis, une référence de, l'ordre des gouttes, ça va être 0,05 millimètres, enfin un seuil un peu plus bas, bah, plus représentatif d'une pluie, assez, quotidienne qu'on pourrait avoir. Mais c'est vrai que vous pouvez choisir des événements, très spécifiques avec des fortes pluies pour voir vraiment en cas de précipitations majeures, comment le bassin versant y réagit. Et là, c'est vrai que bah, le seuil au niveau des prairies peut être important, mais vous pouvez régler les paramètres en fait, hein. C'est juste que nous, on a mis un paramètre un peu propre à nos sols, nos bassins versants, mais ça peut changer. OK. Bah, si jamais vous avez ces ordres de grandeur, ça Oui, je peux m'intéresse. vous donner, oui, oui, c'est, faudra que oui, il faut que je regarde bien dans le codage, mais je pourrais, de toute façon, il y a tous les liens, je vous ai mis dans le diaporama pour retrouver le logiciel. Ensuite, il y avait une question de Vincent Prêtre sur au niveau d'une haie bloquante. En fait, comment est caractérisée une haie bloquante? Est-ce que c'est une haie avec une grosse densité de tiges au pied ou haie avec la présence d'un ourlet herbacé, en fait? Quelle est Ouais, la c'est plus, transformation? le talus en fait, on va parce que bon, c'est quand même un logiciel donc on pourrait mettre plus de paramètres, mais ça va être plus compliqué pour, lui de calculer et donc on a vraiment, enfin, c'est vraiment plus simple en fait, il prend la hauteur d'un talus donc moi j'ai rentré un paramètre de, 0,8 m donc c'est spécifique à mes zones d'études donc bah, dans le logiciel, il calcule que, il faudrait une quantité d'eau qui atteigne 0,8 m pour passer au-dessus donc en soi ça c'est très rare que ça l'atteigne, mais vous pouvez changer la hauteur du talus, pour coller plus aux zones d'études. Donc oui, c'est vraiment plus le talus tel un rempart. Il y a pas, prend pas en compte, ce que vous disiez sur la tige ou, l'herbacée. Parce que du coup, enfin, Vincent Prêtre, je suis animateur école dans un syndicat de rivière sur la vallée de l'A, justement dans le Pas-de-Calais. Et bloquante, c'est sûr que quand elle est perpendiculaire au passage d'eau, on s'imagine bien qu'elle joue un rôle. Après, selon sa typologie, je dirais les haies avec rien au pied, elles sont pas si bloquantes que ça Non, oui, non, non, dans c'est les pour ça, faits. ouais, ouais. Et du coup, je comprends bien aussi par rapport à la typologie de la Normandie, où les haies sont souvent associées au talus, ce qui est un peu moins vrai dans notre territoire. Mmh. Oui, non, mais Merci. vous avez raison et vous pouvez, dans le logiciel, on peut, également mettre toutes les haies à plat. Parce que c'est vrai que le paramètre qu'on rentre de base, donc là, moi, en l'occurrence 0,8 m, c'est peut-être vrai pour, certaines haies de mon bassin, mais peut-être pas pour toutes. Mais bon, c'est un modèle qui, on peut pas non plus régler chaque hauteur de talus, sinon, les temps de calcul seraient, et puis même, le terrain pour faire, toutes ces mesures serait très long. Et donc là, c'est vraiment un outil opérationnel que tout le monde peut s'approprier, qui nécessite, un peu de terrain, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre une mesure un peu, plus généraliste, en fait, que vous pensez que la hauteur du talus est et vous pouvez surtout mettre des haies sans talus. Mais bon, c'est sûr que là, les chiffres de connectivité vont, follement augmenter sur, si les haies n'ont pas de talus. Là, la haie va avoir moins, l'effet bloquant, effectivement. Ouais, mais voilà, sur notre territoire, l'habitude de haie sur talus, elle est quasi inexistante. Donc, Bah oui, oui, oui. bon, merci des précisions.
Et ensuite, il y avait une dernière question de toujours Émilie Ledin de l'OFB pour demander s'il était possible de modéliser un débit en sortie de bassin versant en fonction des différents aménagements, c'est-à-dire mettre plus ou moins de haies, par exemple. Alors là, ça me pose une colle, je sais plus du tout. En fait, vous pouvez surtout régler la taille des gouttes de pluie, mais ce qui correspond à un peu la valeur de la précipitation. Mais après, au niveau du débit, je sais pas si on peut avoir la main dessus. Euh, je ne pense pas. En fait, bon, moi, je prends le modèle qui a été fait par mon directeur de thèse, et c'est vrai que tous les trucs de codage et les données en entrée comme ça pour le débit, je pense pas qu'on puisse. En fait, c'est vraiment les gouttes d'eau que vous pouvez régler, enfin, donc la précipitation. Euh, et talus fossé. Vous pouvez aussi régler la profondeur du fossé, je sais pas si je l'ai bien dit aussi. Ça marche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques, sinon vous pouvez lever la main et prendre la parole. Du coup, Baptiste Sanson. Oui, bonjour. Micro, c'est bon. Merci Mathilde pour cette présentation vraiment passionnante. On voit vraiment que ces outils qu'apporte la géographie là sont super intéressants parce qu'ils permettraient vraiment demain d'avoir que le conseil agroforestier et toutes les actions territoriales qui peuvent être faites soient vraiment ciblées au regard de là où sont les priorités d'intervention, quoi. Et ça, c'est quand même, je pense, une vraie rupture parce qu'on a quand même du conseil agroforestier qui est certes parfois ciblé sur des bassins, enjeux hauts prioritaires, des choses comme ça, mais quand même globalement, il y a du conseil là où il y a de l'argent pour faire de l'animation territoriale et on sait qu'on va aussi vers les agriculteurs qui sont les plus favorables, là où c'est peut-être parfois un peu plus facile de mener des actions, mais pas forcément toujours là où des réimplantations de haies vont être les plus pertinentes pour des fonctions que ce soit là sous l'angle de la régulation et de limitation des transferts érosifs, mais aussi par rapport à la biodiversité. Et du coup, je voulais juste mentionner que, enfin, du coup, nous, on voit vraiment que ces outils-là pourraient demain permettre vraiment de transformer toute l'approche du conseil et des actions territoriales sur la haie. Et là, donc, tu nous as parlé des fonctions des cibles, des limitations transferts érosifs, mais il y a aussi des travaux assez similaires en termes d'approche spatiale des fonctionnalités des haies à l'échelle des paysages et des territoires sur la biodiversité avec l'outil Grain Bocagé qui a été développé par notamment l'UMR. Bagap en Bretagne, je sais que vos unités de recherche sont déjà bien en lien, et donc c'était juste pour dire que à la fac, dans des perspectives futures, on n'a pas pu le faire cette année, mais on aimerait bien déposer un projet de recherche qui permettrait de croiser les approches telles que tu l'as développé ici, et des approches plus sous l'angle des fonctionnalités à l'échelle spatiale, à l'échelle d'un paysage, des haies pour la biodiversité, et peut-être demain d'avoir un outil intégrateur des différentes fonctions, biodive, limitation ruissellement, et peut-être aussi, parce qu'en fait, c'est des choses aussi très liées, tout ce qui va être rôle microclimatique des haies, puisqu'en fait, l'aérologie va être vachement très liée au type de haies qu'on va avoir, mais surtout à leur organisation dans l'espace, pour freiner la vitesse du vent notamment. Et donc voilà, il y a un vrai champ de recherche et beaucoup de travail encore à mener, mais on voit que ces approches se complètent, et demain, peut-être un outil comme ça qui permettrait de croiser ces différentes approches et après de se dire là où vraiment une action va être la plus pertinente, c'est peut-être sur ce territoire-là qu'il faut la cibler en priorité. Donc c'est un projet de recherche qu'on imagine pouvoir déposer en février 2024-5. On n'a pas pu le faire cette année avec différentes équipes de recherche, dont votre laboratoire à Caen. Mais c'est pas encore fait. Merci pour ces précisions. Du coup, on a une dernière question de Catherine Sixt concernant du coup quel temps ça prend à peu près en fait pour rentrer les paramètres d'un bassin versant. Donc combien de temps pour rassembler à la fois les infos et les saisir dans le logiciel, quoi. Alors c'est sûr, ça peut demander plusieurs heures. Après, ça dépend si les données, vous les avez déjà. Après, vous pouvez vous baser sur les données de l'IGN, le RPG, qui a déjà les parcelles avec les occupations du sol, la BD haies, qui a déjà les linéaires de haies. Après, moi, je conseille quand même de repasser derrière pour vérifier qu'il n'y a pas de haies qui ont été oubliées. Et aussi, toujours avec la BD topo, en fait, il y a la route, le cours d'eau, etc. Et après, il y a quand même une prise en main, qui est un tutoriel, mais il y a quand même un temps de prise en main parce qu'il faut quand même coder les données. C'est pas
trop compliqué, hein, je vous rassure. Il y a quand même des petits paramètres à faire. Et après, la modélisation, elle va assez vite, hein. Tourner le modèle, ça prend 1 minute. Mais il faut que j'estime le temps. Peut-être en 1 semaine, vous pouvez le temps d'avoir 2-3 jours pour assembler les données, les traiter, les mettre dans le modèle. Et après, le post-traitement, bah, ça dépend ce que vous voulez en faire. Après, c'est plus long des fois le traitement si on veut faire des cartes, etc. Mais le post-traitement est aussi rapide. Il sort les données en ACI et après, vous pouvez les convertir en raster, etc. Et c'est assez simple, c'est vraiment facile d'accès. Enfin, c'est vraiment un modèle que même moi, je donne des cours et je l'utilise avec les étudiants et c'est assez facile d'accès. C'est juste la prise en main. Je peux comprendre qu'il est un peu plus compliqué, mais après que vous l'avez pris en main, ça va tout seul. C'est toujours la même chose à coder, donc Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on arrive à la fin du webinaire au niveau du temps. Et donc s'il n'y a pas d'autres questions, bah, il me reste à tous vous remercier, à remercier encore Mathilde pour ta présentation très intéressante. merci d'avoir écouté. Et puis vous rappeler qu'il y aura donc ça a été enregistré, donc il y aura un replay qui sera disponible prochainement. Et puis il y aura une série de webinaires et visites terrain qui vous sera proposée cette année. Donc vous aurez les invitations qui vous parviendront au cours du temps.